Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des membres de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. On va voir ensemble quels sont les changements apportés aux déclarations de revenus fédérales pour l'année 2020. À savoir que l'information contenue dans ce webinaire est en date d'aujourd'hui. Concernant des informations techniques, à savoir que sur votre écran s'affiche un panneau dans lequel il y a une rubrique questions. Vous pouvez dès maintenant écrire vos questions en y apportant un maximum de précision et d'informations pour qu'on puisse donc y répondre. Vous avez également sur ce même panneau une rubrique qui s'appelle « Documents à distribuer ». Vous pouvez aussi télécharger la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui. Et ensuite, dans les prochaines 24 à 48 heures, vous allez recevoir un courriel dans lequel il y aura un lien pour réécouter cette présentation. Donc, je suis Clémence Joly, analyste des politiques à la FCEI. Donc, côté FCEI, je serai donc accompagnée de Monsieur Jasmin Guénette, qui est le vice-président aux affaires nationales, Monsieur François-Xavier Goudreau, qui est un conseiller au sein de notre département des ressources aux entreprises, et Madame Rachel Ing, qui est coordinatrice des projets spéciaux également aux affaires nationales de la FCEI. Côté ARC, écoutez, on a toute une série donc d'experts et donc d'invités, de panélistes qui vont intervenir aujourd'hui pour répondre à toutes vos interrogations. Merci à tous d'avoir répondu en si grand nombre pour cette invitation. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Jasmin Guénette pour débuter ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite donc une bonne écoute. Merci. Un grand merci, Clémence, et un grand merci à vous tous d'être avec nous encore aujourd'hui pour ce webinaire spécial avec les experts de l'Agence du revenu du Canada. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais couvrir un certain nombre de sujets avant de donner la parole aux experts de l'ARC. Je vais brièvement vous présenter quelques dates de production et de paiement de vos déclarations d'impôts pour cette année. Ensuite, on va passer une série de thèmes avec les experts de l'ARC. Par exemple, le formulaire de travail à la maison, des items et des choses à savoir pour vos feuillets T4, T4A et d'autres informations qui vont concerner des programmes qui sont d'intérêt pour vous, là, comme la subvention salariale d'urgence, la subvention pour le loyer commercial et les modifications que cela amène pour les formulaires T1 et T2. Donc, un programme bien chargé, un menu complet pour aujourd'hui. On va évidemment prendre vos questions, tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Et si jamais il y avait des questions qui demeuraient en suspens à la fin du webinaire, il y aura toujours la possibilité de faire un suivi avec nos conseillers aux entreprises. Avant de poursuivre, je vous rappelle qu'on vous donne à chaque webinaire un conseil très important. J'espère que vous le suivez, c'est de conserver un registre important au sujet des décisions que vous prenez pour votre entreprise dans le contexte de la pandémie. Donc, tout ce qui concerne vos décisions, des factures, des conversations que vous pouvez même avoir avec des représentants de l'Agence du revenu du Canada ou d'autres agences. Vous pourriez avoir, au fond, besoin de certaines pièces justificatives s'il y avait des vérifications ou des demandes faites de la part de certaines agences gouvernementales dans le contexte des programmes qui sont offerts, dans le contexte des différentes mesures qui sont prises là, pour soutenir les entreprises dans le cadre de la pandémie. Évidemment, vous le savez, l'information change rapidement. Nous, à la FCI, on s'engage de rester le plus à jour possible avec les informations que nous vous fournissons sur le site web. Il y a une section COVID qui est très bien faite avec beaucoup d'informations.
Donc, je vous invite d'aller visiter cette section-là. Aujourd'hui, comme je le disais, on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui. On va faire de notre mieux pour répondre à l'ensemble des questions. Mais si à la fin, il y en a qui demeurent toujours sans réponse, ben, il y a le site web qui contient beaucoup d'informations, comme je le disais, et il y a notre ligne téléphonique. Je vous redonne le numéro 888-234-2232. Vous pouvez évidemment appeler nos conseillers, ils sont là pour vous aider. Et l'Agence du revenu du Canada a également plusieurs ressources à votre disposition. D'abord, je vous redonne le numéro pour les rejoindre. C'est le 800-959-7775. 800-959-7775. Vous pouvez les appeler à ce numéro-là. Et vous avez à l'écran un ensemble de liens et de différentes pages. Là, vous allez trouver des informations concernant les questions spécifiques que vous pourrez avoir dans le contexte de vos différentes déclarations. Maintenant, parlons-en des dates de production et de paiement de vos déclarations d'impôts. Il y a différentes dates selon les différentes circonstances. Donc, si vous êtes un particulier, vous devez produire vos déclarations avant d'ici au 30 avril. Et s'il y a des soldes dus, ben, c'est la même date. Vous devez les payer en date du 30 avril 2021. Pour les sociétés, ben, la date de production de vos déclarations, c'est 6 mois après la fin de votre exercice fiscal. Si vous êtes un travailleur indépendant, c'est avant le 15 juin 2021. Je vous invite à consulter cette diapositive-là après le webinaire, une fois qu'il sera mis en ligne sur le site de la FCEI. Si jamais vous voulez vous rappeler des différentes dates, il y a aussi des dates qui s'en viennent pour les déclarations de TPS ou de TVH, pardon. Donc, c'est la fin de l'année qui approche pour un très grand nombre d'entreprises. Donc, il y a des dates à se rappeler compte tenu de ces différentes déclarations qui vous sont demandées à faire à chaque année. Évidemment, on entend de plus en plus d'entrepreneurs nous dire que ça va être difficile pour eux de respecter ces dates limites. Sachez que nous, à la FCEI, on a envoyé une lettre il y a quelques jours à l'Agence du revenu du Canada pour leur demander de reporter au fond les dates de production et de paiement. Hier, j'ai eu une rencontre avec le chef de cabinet de la ministre responsable pour le revenu, la ministre Leboutillier. Donc, on ne sait pas s'il va y avoir des changements à ce niveau-là, mais sachez que la FCI pousse pour que des changements soient apportés. Mais d'ici là, il faut avancer comme si justement il n'y avait pas de changement aux différentes dates. Et c'est pourquoi le webinaire d'aujourd'hui est tellement important pour vous donner les informations justes en prévision de la préparation de vos différentes déclarations. Et sur ce, ben moi, je vais laisser la parole à Mme Louise Roy, qui est la directrice de la direction des décisions en impôts. Je vais laisser la parole à Mme Roy, qui va faire une présentation concernant les formulaires T22 et T22S. À vous, Mme Roy. Bonjour à tous, mon nom est Louise Roy. Comme l'a mentionné Jasmin, je suis la directrice de la division des entreprises et du revenu d'emploi au sein de la direction des décisions en impôts. Avant de débuter, j'aimerais indiquer que l'information que je vais vous fournir ne sera pas exactement dans le même ordre que les diapositives. Toutefois, toute l'information sur les diapositives sera couverte dans ma présentation.
Cette année, la pandémie de COVID-19 a forcé de nombreux Canadiens à se tourner de façon aussi rapide qu'inattendue vers le travail à domicile, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. En fait, des millions de Canadiens ont dû aménager un espace de travail dans leur cuisine, leur chambre ou leur salon. Bon nombre de ces Canadiens pourront, pour la première fois, demander une déduction pour leurs frais de bureau à domicile. La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier, a donc annoncé les détails d'une nouvelle méthode de calcul de la déduction pour frais de bureau à domicile afin d'alléger le fardeau de ses employés. La nouvelle méthode à taux fixe temporaire ne s'applique qu'à l'année d'imposition 2020. Elle permet aux Canadiens de calculer facilement leur déduction pour de modestes frais de bureau à domicile. Cette nouvelle méthode à taux fixe temporaire permettra aux employés admissibles de demander une déduction de 2 $ pour chaque jour où ils ont travaillé de leur domicile en 2020 en raison de la pandémie, jusqu'à concurrence de 400 $. À cette fin, les jours qui peuvent être comptés sont les jours pendant lesquels un employé a travaillé à temps plein ou à temps partiel de son domicile. Cependant, les jours où l'employé n'a pas travaillé, tels les jours de fin de semaine, les jours fériés, les jours de congé, les jours de congé maladie et les autres jours de congé ou d'absence ne peuvent être comptés. Selon cette nouvelle méthode, les employés n'auront pas besoin d'obtenir un formulaire T2200 rempli et signé par leur employeur pour attester de leurs conditions d'emploi. Ils n'auront pas non plus à conserver des documents à l'appui de leur demande. En n'exigeant pas des employés qu'ils obtiennent un formulaire T2200 rempli et signé de leur employeur, nous répondons aux préoccupations soulevées par certaines entreprises lors des consultations que nous avons menées auprès des intervenants en ce qui concerne le processus administratif quelque peu lourd et contraignant. Autant les employés à salaire qu'à commission peuvent utiliser la méthode à taux fixe temporaire. Ils doivent pour ce faire avoir travaillé de leur domicile plus de 50% du temps au cours d'une période d'au moins 4 semaines consécutives en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il est possible d'utiliser cette méthode même lorsqu'un employé se fait rembourser certaines dépenses liées au travail à domicile par son employeur du moment que l'employé respecte les critères d'admissibilité. Les employés qui le souhaitent pourront déduire des frais de bureau à domicile plus importants en utilisant la méthode détaillée. Ils devront toutefois obtenir un formulaire T2200 rempli et signé par leur employeur et conserver les documents à l'appui de leur demande. Dans un tel cas, l'employé doit demander à son employeur de remplir et de signer un formulaire T2200 pour certifier ses conditions d'emploi et le fait qu'il était tenu de payer ses propres frais de bureau à domicile. L'employé n'a pas à fournir le formulaire avec sa déclaration de revenus. Il doit cependant le conserver au cas où l'agence le lui demanderait. Comme cela était le cas avant la pandémie, il revient à l'employeur de déterminer qui était autorisé à signer le formulaire T2200. De plus, un employé qui répond aux critères d'admissibilité peut toujours utiliser la méthode détaillée même si l'employeur a remboursé certains de ses frais de bureau à domicile, mais il ne peut pas déduire les dépenses qui ont été remboursées ou qui seront remboursées par son employeur. En soutien aux Canadiens qui travaillent de leur domicile et conformément à notre philosophie Les gens d'abord, l'Agence a créé un formulaire simplifié appelé le T2200 abrégé, Déclaration des conditions d'emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID-19. De plus, l'Agence a créé une version simplifiée du formulaire T777, soit le T777 abrégé, appelé État des dépenses d'emploi
liés au travail à domicile en raison de la COVID-19. Enfin, l'Agence a également mis en place un calculateur en direct conçu spécialement pour faciliter le calcul des frais de bureau à domicile. Le calculateur est très facile à utiliser. Il permet aux Canadiens d'estimer leur déduction de frais de bureau à domicile en fonction de leur situation personnelle et de les aider à déterminer quelle méthode est la plus avantageuse et la plus appropriée à leur situation. Nous avons également publié une liste de dépenses admissibles les plus courantes. Cette liste aidera les employés à déterminer ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas déduire à titre de dépenses. J'aimerais souligner que les employés qui utilisent la méthode à taux fixe temporaire ou la méthode détaillée avec les formulaires simplifiés ne peuvent pas déduire d'autres dépenses d'emploi, comme les frais relatifs à l'usage d'un véhicule automobile. Les employés qui utilisent la méthode détaillée et qui déduisent d'autres dépenses d'emploi doivent utiliser les formulaires T777 et T2200 habituels. Les employés qui choisissent la méthode détaillée doivent s'assurer qu'ils disposent de certains renseignements pour présenter leur demande, notamment la superficie totale de leur espace de travail et la superficie totale de leur domicile, les pièces justificatives pour toutes les dépenses qu'ils ont engagées en travaillant de leur domicile en 2020, un formulaire T2200 abrégé ou un formulaire T2200 rempli et signé par leur employeur. Les Canadiens admissibles pourraient avoir droit de déduire une partie des coûts d'électricité, de chauffage, d'eau, d'Internet et d'entretien qu'ils ont engagés pendant la période où ils ont travaillé de leur domicile. Ils pourraient aussi déduire certaines fournitures de bureau et les factures de téléphone associées à leur emploi. Le montant de cette déduction varie selon divers facteurs, notamment selon que l'employé est propriétaire ou non de son domicile et selon qu'il possède un espace consacré à son travail. L'Agence est consciente que la COVID-19 a contraint des millions de Canadiens qui ne travaillaient pas habituellement de leur domicile à le faire à un moment ou à un autre au cours de la dernière année. Je suis fière de dire que cette nouvelle méthode à taux fixe temporaire et le calculateur aident à répondre aux besoins des Canadiens aujourd'hui. Et maintenant, je remets la parole à notre modérateur. Merci beaucoup, Madame Roy, pour votre présentation. Je vais en profiter là, pour poser quelques questions sur ce sujet-là spécifiquement. Il y en a plusieurs qui rentrent. Et par la suite, je vais laisser la parole à d'autres experts de l'agence pour poursuivre la présentation. Donc, je vais aller tout de suite avec une question qui nous vient de Michel concernant les déductions des frais d'Internet. Donc, il se demande pourquoi la déduction est-elle en fonction de la superficie du bureau à domicile et non pas en fonction de l'utilisation travail versus personnel, comme c'est le cas pour les frais de téléphone cellulaire. Oui, allez-y. Oui, bonjour, mon nom est Chantal Landlois. Au niveau des dépenses d'Internet, une chose qui est importante de prendre en considération, c'est que pour les employés salariés, les montants qui sont déductibles, c'est les montants qui ont été vraiment consommés dans le cadre du travail. Considérant le type de facture fournie par les fournisseurs Internet, il est souvent difficile d'avoir vraiment les données qui ont été utilisées pour le travail, de vraiment être capable d'isoler ces données-là, surtout en prenant en considération que dans plusieurs foyers, il y a de multiples utilisateurs d'Internet au même moment. Donc, c'est pourquoi on a choisi une méthode quand même plus facile pour aider les gens à pouvoir enfin réclamer le montant d'Internet, un montant qui est calculé comme étant raisonnable pour les employés salariés cette année, étant donné
l'augmentation du nombre de gens qui ont dû travailler à domicile. Donc, c'est vraiment basé sur la facilité, utiliser un moyen plus facile et utilisant des données qu'on a déjà. Donc, on a déjà pris en considération au niveau de l'électricité, au niveau du calcul du chauffage. On a déjà les données pour la superficie du bureau, les superficies de la maison. Ça rend le calcul plus facile. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, dans ce cas-là, je vais poursuivre avec une autre question ici qui nous vient de Annie. Annie demande si on travaillait déjà à partir de la maison. Est-ce qu'on peut prendre la demande simplifiée de 2 $ par jour et pouvoir, au fond, déduire certaines des dépenses là, telles que c'est prévu dans le cadre de ce formulaire-là? Donc, OK. Si la personne était déjà en télétravail et bénéficiait déjà par le passé de la déduction de frais pour le travail à domicile, elle doit continuer à utiliser la méthode détaillée ainsi que le formulaire T2200 et le T777 habituel. La nouvelle méthode à taux fixe temporaire s'applique uniquement pour les gens qui remplissent les conditions d'admissibilité et qui travaillent de la maison en raison de la pandémie. Parfait. Merci bien pour ces précisions. Je suis certain que c'est le genre de questions que plusieurs personnes avaient. Peut-être une autre question avant de poursuivre. Là. Que se passe-t-il si une personne travaille une semaine sur deux, au fond, à la maison? Donc, une semaine au bureau de l'employeur et une semaine à la maison. Est-ce que c'est le même formulaire, c'est le même processus? Comment est-ce qu'il y a des changements dans ce cas-là? Je vous dirais sur ça, si on regarde la méthode temporaire à taux fixe, une des conditions, c'est que la personne, durant une période consécutive de 28 jours, doit avoir travaillé plus de 50% de son domicile. Donc, dans le cas où il y a une semaine, bien, la personne doit établir une période de 28 jours et établir si elle respecte la condition du 50% ou plus. Partant du moment où elle respecte cette condition-là, elle va pouvoir avoir le 2 $ par jour pour chaque journée qu'elle a travaillé de la maison durant cette période-là et elle va pouvoir, pour la période après, pour le reste de l'année, pouvoir réclamer le 2 $ pour chaque journée qu'elle a travaillé de la maison. Très bien, merci pour ces précisions. Et peut-être une toute petite dernière question avant de poursuivre la présentation. Cécile demande si c'est l'employeur qui travaille de chez lui, a-t-il droit à la déduction? Bien là, je vous dirais que ça dépend des faits. L'employeur est-il un employé? Comme je l'ai mentionné initialement dans ma présentation, ces règles-là sont applicables pour les salariés et les travailleurs, les salariés à commission. Donc, dans le cas ici, on parle d'un employeur. L'employeur, ça va être une question de fait là, de savoir, est-ce que c'est un employé? Je comprends. S'il reçoit un salaire, par exemple, des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Bien, écoutez, merci pour ces précisions-là. On a encore beaucoup de contenu à passer avec vous cet après-midi et donc je vais me tourner maintenant vers Laura Furlong-Lachapelle, qui est directrice à la direction de l'intégration horizontale. Et un peu plus tard, sa collègue Ning Khan, qui est agente de liaison, va aussi se joindre à nous pour la suite de la présentation. Alors, Laura, à vous la parole.
Merci, Jasmin. Oui, je suis la directrice responsable pour un grand nombre de formulaires et publications à l'agence et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui quelques diapositives par rapport, premièrement, au feuillet T4 et T4A. J'ai été demandée de faire un survol des changements qui ont été apportés à ces feuillets-là à cause de la COVID-19. Alors, premièrement, je vais parler du T4A. Alors, il y a 7 nouveaux codes qui ont été ajoutés au feuillet pour l'année d'imposition 2020. Et ça représente, ces 7 codes représentent essentiellement les nouvelles prestations. Alors, la prestation canadienne d'urgence, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, la prestation canadienne de la relance économique, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et le paiement d'aide financière COVID-19 provinciale territoriale. Alors, pour l'année d'imposition 2020, certains montants qu'un gouvernement provincial ou territorial a payés à titre d'aide financière pour appuyer les particuliers touchés par la COVID-19 doivent être déclarés sur un feuillet T4. Alors, ces montants-là, tu vas les voir, je vais tout de suite avancer dans les diapositives. Celle-là, c'est le devant du T4A que tout le monde va reconnaître, mais c'est à l'arrière que vous allez remarquer les changements qui ont été apportés. Alors, c'est là, dans la case rouge qui est indiquée, les sept cases avec le nom des prestations qui sont là. Et en plus, ces prestations-là, ils devraient être inscrits à la déclaration T1 à la ligne 130000. Alors, c'est là que c'est inscrit dans la déclaration. Alors, la prochaine diapositive, on va avancer tout de suite au T4, feuillet T4, où on a ajouté encore quelques nouveaux codes, le 57 à 60. Ces 4 nouveaux codes ont été ajoutés afin d'aider l'agence à valider les paiements effectués dans le cadre de la PCU, la SSUC et la PCUE, mises en place en raison de la COVID-19. Alors, tout de suite en bas, vous allez remarquer que ces codes-là, ils représentent des périodes de temps. Alors, juste comme exemple, le code 57, c'est du 15 mars au 9 mai. Alors, encore une fois, on va avancer dans les diapositives. La première, tu vas voir ici, c'est le devant du T4, mais c'est vraiment à l'arrière que vous allez remarquer les changements encore dans la case rouge de 57 à 60 des revenus d'emploi et les dates spécifiques. Il convient de noter aussi que les feuillets T4 de 2020 qui ont déjà été produits, les employeurs n'auront pas à les reproduire de nouveau. Alors, c'est tout pour ces 2 feuillets-là qui étaient de l'intérêt de plusieurs personnes. Alors, on va continuer à avancer. Juste pour dire que les règles générales suivantes en ce qui a trait à l'aide relative à la COVID-19 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux entreprises qui produisent une déclaration T1 ou T2. Alors, il y a plus de renseignements à l'annexe 1. Si vous avez reçu une aide d'un gouvernement fédéral, provincial ou territorial en 2020, telle que la subvention salariale d'urgence du Canada ou la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, le montant reçu est imposable. Vous devez inclure ce montant dans le revenu au moment qui précède immédiatement la fin de la période de demande s'y rapportant. Alors, je sais que cette question en était une au webinaire qui a été présenté la semaine passée en anglais. Alors, je voulais aussi souligner cette ligne-là pour vous. Si vous avez reçu un prêt du gouvernement tel que le CUEC et
La UCLC, alors juste pour dire, le compte, c'est AUCLC, c'est l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial et l'autre compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Vous devez inclure ce montant, toute partie du prêt pouvant faire l'objet d'une remise dans votre revenu de l'année où vous avez reçu le prêt. En plus, je vais juste signaler encore une fois, il y a de plus amples renseignements à l'annexe, y compris l'information concernant la subvention salariale temporaire et le formulaire d'auto-identification PD27. Alors, peut-être il va y avoir des questions qui vont suivre ces diapositives, mais avant, je vais passer la parole à Ning Khan pour vous parler de la déduction pour amortissement. Merci. Merci Laura pour l'introduction. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Ning Khan et je suis agente de liaison à l'Agence sur revenu du Canada. Donc, je vais vous présenter des informations au sujet de la déduction pour amortissement, aussi connue comme la DPA. Donc, qu'est-ce que c'est la DPA? C'est une déduction qui peut être demandée sur plusieurs années lorsqu'un bien amortissable a été acquis dans le but d'exercer vos activités commerciales. Un bien amortissable est un bien qui se détériore ou devient désuet au fil du temps, comme les immeubles, le mobilier et l'équipement. Les dépenses en capital procurent un avantage à votre entreprise qui dure généralement plusieurs années. Un exemple serait les coûts engagés pour acheter un bien ou pour l'améliorer. Donc, en règle générale, les coûts engagés pour acheter des actifs qui procurent un avantage durable ne peuvent pas être réclamés en totalité dans la même année qu'ils ont été achetés. Sachez que ces biens amortissables sont groupés par catégorie et la DPA est calculée selon un taux prescrit par la loi qui tient généralement compte de la durée de vie de celle-ci. Les coûts sont inscrits dans l'annexe de la DPA et un calcul est fait pour déterminer les dépenses admissibles qui peuvent être déduites chaque année. Les dépenses liées à la DPA peuvent comprendre l'achat d'un immeuble locatif, les frais juridiques et les autres frais liés à cet achat et le coût du mobilier acheté dans le but d'être utilisé dans le logement locatif. Donc, ici, sur cette diapositive, on voit la différence entre une dépense courante versus une dépense en capital. Donc, les dépenses courantes sont généralement des dépenses engagées pour des biens qui sont utilisés au cours de l'année, ou ça peut aussi être des coûts associés à des réparations visant à entretenir une immobilisation. Donc, vous pouvez réclamer la totalité de ces coûts au cours de l'année où la dépense est engagée. Des exemples de ces dépenses courantes-là peuvent être des fournitures de bureau, l'assurance, l'achat des cartes d'affaires, etc. Donc, le principe, c'est que c'est des dépenses qui sont récurrentes. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, les dépenses en capital sont celles qui procurent un avantage durable. Donc, ces dépenses ne peuvent pas être réclamées en totalité dans l'année de l'acquisition. Elles sont plutôt réclamées sur un certain nombre d'années à un taux prescrit selon la catégorie du bien. Par exemple, plutôt que juste repeindre le revêtement en bois d'un immeuble, vous décidez d'installer un revêtement de vinyle. Donc, cela procure un avantage durable à l'immeuble. Un autre exemple serait un achat d'un nouvel ordinateur ou d'un véhicule utilisé à des fins d'affaires. Donc, dans la situation actuelle, les propriétaires d'entreprises ont dû engager divers coûts supplémentaires liés à la pandémie. Certains coûts seraient considérés comme des dépenses courantes, tels que les désinfectants pour les mains et les équipements de protection individuelle, comme les masques fournis aux employés et aux clients. D'autres coûts importants, tels que les modifications au système de ventilation afin de réduire la transmission du virus, seraient considérés comme des dépenses en capital. Donc, sur la prochaine diapo, on va discuter de l'incitatif à l'investissement accéléré. Donc, c'est une nouveauté qui a été introduite il y a déjà quelques années. Il s'applique aux biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et utilisés avant 2028. Donc, avant novembre 2018, toute nouvelle ajout aux catégories de la DPA était assujettie à la règle de la demi-année. Ce que ça veut dire, c'est que la dépense pour la première année a été appliquée à la moitié du taux,
pour que vous n'ayez pas à prorater selon le nombre de jours où la dépense a été engagée dans l'année. Donc, que ce soit acquis en février ou en novembre, tout le monde recevrait l'équivalent d'une demi-année de la dépense liée à la DPA. Avec l'incitatif à l'investissement accéléré, la règle de la demi-année est suspendue et celle-ci bonifie le taux des nouvelles acquisitions dans la première année. Donc, les mêmes taux de la DPA sont utilisés, mais ça vous permet de demander une fois et demie l'ajout net à la catégorie pour l'année. Donc, comme vous pouvez voir, la déduction pour amortissement comporte plusieurs règles et est un poste de dépense qui peut être complexe. Comme vous voyez ici, nous avons fourni le site web et les publications de l'agence pour plus de renseignements à ce sujet. Bien que nous avons fait un survol de la DPA aujourd'hui, on recommande que vous consultez un fiscaliste au sujet de vos propres besoins de planification financière. Donc, à titre d'agent de liaison, nous fournissons de l'assistance aux propriétaires de petites entreprises afin de les aider à mieux comprendre leurs obligations fiscales et de répondre à leurs questions en matière d'impôts. Vous pouvez demander nos services sur le site web à canada.ca/ARC-agent-liaison. Donc, merci beaucoup et je repasse la parole à M. Guénette. Merci beaucoup, Ning. Merci beaucoup, Laurent, pour votre excellente présentation. Beaucoup d'informations qui génèrent aussi beaucoup de questions. Je vais commencer par une question qui est revenue souvent la semaine passée dans un webinaire aussi avec l'Agence du revenu du Canada qu'on a fait en anglais. Et une des questions qui est revenue souvent, c'est celle-ci. Donc, quand est-ce que les montants réclamés de la subvention salariale d'urgence du Canada et ou de la subvention d'urgence pour le loyer devraient-ils être inclus dans le calcul du revenu de l'entité admissible? Alors, je crois que Lynn Irène Leclerc est avec nous aujourd'hui, ou peut-être que Laura aussi va répondre, mais cette question-là, au fond, est revenue la semaine passée là, concernant le traitement fiscal de la subvention salariale ou encore de d'autres programmes. Donc, je vais laisser la parole à Lynn, Irène ou encore Laura pour répondre à la question que je viens de poser. Je vais la répéter là. Quand est-ce que les montants réclamés de la subvention salariale d'urgence du Canada et ou de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer devraient-ils être inclus dans le calcul du revenu de l'entité admissible? C'est Lynn Leclerc. Bienvenue dans notre nouvelle réalité de la technologie. Je suis incapable de me brancher avec mon ordi, donc je vais faire ça par téléphone. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que au mois d'octobre l'an passé, lors d'un congrès à la PSF, des représentants de la direction des décisions en impôts ont répondu verbalement à une dizaine de questions qui avaient été soumises à l'ARC. Puis, suite à ça, au mois de novembre, la direction des décisions avait répondu à notre direction, qui en fait, je suis gestionnaire de la section des applications techniques à la direction des petites et moyennes entreprises pour le programme de vérification. Et la direction des impôts nous avait répondu une réponse très détaillée, juste pour vous dire que c'est pas si simple que ça la réponse. Alors la réponse simple et courte, c'est que normalement la subvention reçue par l'entité qui fait une demande pour la période 7, alors dans cet exemple-là, c'était la période qui commence du 30 août au 26 septembre 2020. Alors les revenus sont réputés avoir été reçus le 26 septembre 2020, qui est la dernière journée de la période, et devraient donc être inclus dans le revenu de l'entité pour l'année d'imposition qui se termine le 31 décembre 2020. Alors, dans notre exemple, on a présumé que la fin d'année était le 31 décembre 2020. Alors, dans ce cas-là, il faut
alors, dans ce cas-là, la date que la demande avait été faite ou la date que le paiement a été reçu, c'est pas pertinent. Je vous rappelle aussi que la question 25 sur la foire aux questions portant sur la SSUC. Alors, sur le site du gouvernement du Canada, il y a les questions et réponses et la question 25 répond également à cette question-là. Mais je vous invite à consulter également, si vous voulez plus de détails, la réponse complète qui avait été préparée par la Direction des décisions en impôts et qui mentionne que, bon, les principes généraux énoncés à l'article 9.1 de la loi de l'impôt, qui dit que le revenu d'entreprise pour une année d'imposition équivaut au bénéfice que l'entreprise en tire pour cette année. Et le terme bénéfice, on sait que c'est pas défini dans la loi, mais la Cour suprême, dans l'arrêt Canderall en 1998, a énoncé certains principes. Alors, entre autres, la Cour a mentionné qu'il faut obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année visée. Alors, l'ARC est d'avis que l'inclusion du montant de la subvention dans le calcul du revenu du contribuable, en vertu de 9.1, serait à l'égard de l'exemple qui avait été soumis à l'APFF, mais qui est semblable à l'exemple d'aujourd'hui. Alors, serait une méthode qui donnerait une image fidèle de son revenu. Par contre, dans les cas où on considérait que les principes dans Canderall, si on déterminait que les montants ne devraient pas être inclus en vertu du paragraphe 9.1, l'ARC est tout de même d'avis que le paragraphe 125.7.3 de la nouvelle législation répute le montant de la subvention reçu immédiatement avant la fin de la période. Alors, il y a comme une présomption que le montant a été reçu à la dernière journée, même si c'est pas le cas. Et l'alinéa 12.1x de la loi dit qu'on doit inclure les montants qui ont été reçus au cours de l'année. Alors, dans le fond, avec la présomption et l'article 12.1x, on devrait encore une fois déclarer les revenus pour l'année qui se termine le 31 décembre 2020. Est-ce qu'on continue avec la question 3 ou vous allez... En fait, je voulais juste peut-être vous demander si vous aviez une réponse courte à offrir aux gens qui nous écoutent. Je comprends qu'il y a plusieurs subtilités, là, mais juste pour qu'on comprenne bien là, les grandes lignes, ce serait quoi votre réponse? En fait, ça serait un peu aussi qu'est-ce que Laura a mentionné tantôt, ça serait qu'il faut que la subvention soit déclarée dans l'année ou dans l'année qui représente la fin de la période où le montant a été reçu. Fait que dans ce cas ici, la période 7 se terminait le 26 septembre 2020. Alors, elle est réputée avoir reçu les montants le 26 septembre 2020. Parfait, très bien. Donc, évidemment, il y a plusieurs subtilités, il y a plusieurs éléments à vérifier quand on produit donc ces déclarations et tout ça. Donc, j'invite tous les membres, évidemment, à contacter l'Agence du revenu ou encore nous appeler, nous, pour voir si on peut pas vous aider, appeler votre conseiller, votre comptable, en fait, tous ceux qui peuvent vous aider pour être bien certain là, que tout est fait dans les règles de l'art. Je vais poursuivre ici avec d'autres questions. Sur vos présentations. Est-ce que, et c'est une question de Léla ici, est-ce que nous sommes supposés savoir les montants que chaque employé a reçu dans le cadre de la PCU et l'ajouter à son T4?
Bonjour, ici Rachel Jenks de l'Agence du revenu du Canada. Je m'excuse, je suis pas en caméra, j'ai des problèmes techniques avec mon ordi. Alors, bien sûr, je peux répondre à vos questions sur ce sujet. Alors, vous n'avez pas à rapporter le montant de la TCU au feuillet T4. Ce que vous devez faire, par exemple, c'est de déclarer le revenu et tous les paiements rétroactifs versés pendant ces périodes. Alors, si vous indiquez un montant, par exemple, à la case 14 du feuillet T4, les gains qui ont été versés pendant les périodes identifiées pour les codes 57 à 60 doivent être identifiés dans ces codes-là. Mais c'est pas d'inscrire le montant que la personne a reçu envers la TCU. Parfait. Merci. J'ai Michel ici qui demande, lorsqu'on complète le feuillet, le sommaire T4, doit-on faire un ajustement, un réajustement au versement effectué pour tenir compte de la subvention de 10% réclamée, de façon à ne pas arriver avec un écart important à la fin. Donc, doit-il tenir compte de la subvention de 10% lorsqu'il complète son formulaire T4? Ici encore, Rachel. Ah, Laura, est-ce que tu veux répondre? Non, vas-y. J'étais pour demander si cette question était pour vous ou si je devais encore poser cette question à Linda. Vas-y. Bien sûr. Alors, de ce côté-là, ce que vous devez vraiment rapporter, c'est le montant du versement que vous avez fait à l'agence. Alors, on comprend bien que vous avez retenu un genre de montant vers la subvention salariale temporaire, mais ce que vous devez indiquer au sommaire T4, c'est vraiment les montants que vous avez versés à l'agence. Très bien. Merci pour ces précisions. C'est fort apprécié. Ici, une question là. Donc, il y a une entité qui a produit, qui a fait une demande pour la subvention salariale pour la période d'admissibilité qui va du 15 mars au 11 avril 2020, donc la première période. La fin d'année de cette entreprise-là s'est terminée le 31 juillet 2020. Et donc, le montant reçu là, de la subvention n'a pas été déclaré. Est-ce que donc l'entreprise doit amender sa déclaration T2 ou c'est possible d'ajouter le revenu à l'année fiscale suivante? Alors, c'est Lynn Leclerc. Bon, encore une fois, la réponse courte est que la subvention est réputée avoir été reçue le 11 avril, qui était la dernière journée de la période 1, et donc devait être inclus dans le revenu de l'entité pour l'année d'imposition qui se terminait le 31 juillet 2020. Si l'entité a déjà produit sa déclaration, elle devra produire une déclaration d'impôt amendée pour l'année d'imposition qui se terminait le 31 juillet 2020 pour inclure le montant de la subvention reçue. J'aimerais ajouter qu'un des éléments dans la réponse complète, en plus de parler de ce qu'on a parlé tantôt, on disait que l'ARC n'entend pas donner d'allègement administratif afin de permettre une inclusion de ces montants dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition autre que celle qui est prévue par la loi. Très bien. Oui, vous voulez poursuivre, pardon? Non, c'est beau. C'est fini. Très bien. Merci beaucoup. C'est très apprécié pour ces précisions
Une question ici de Marie-Thérèse. Si les T4 sont déjà émis, est-ce que nous devons amender nos T4 pour tenir compte des nouvelles cases? Donc, Et encore Rachel, je peux répondre certainement à cette question. Alors, si c'est pour l'année d'imposition 2020 et que vous avez vous avez produit votre déclaration de T4 avant le 22 décembre 2020, alors vous n'avez pas à reproduire la déclaration. Mais si vous nous avez envoyé votre déclaration T4, on va dire peut-être mi-janvier, et vous n'avez pas inclus les nouveaux codes, code 57 à 60, alors on vous demande de produire une déclaration amendée pour inclure ces 4 codes-là. Très bien, merci pour cette réponse, c'est très clair. Une question ici de Manon. Un revenu gagné dans la semaine se terminant le 14 mars, payable le 19 mars, doit-il être inclus dans la case 57? Encore ici, Rachel. Alors, c'est vraiment le but pour les nouveaux codes, c'est d'identifier les montants qui ont été versés pendant ces périodes-là. Très bien. Ici, une question encore une fois courte qui nous vient de Linda. Qui doit compléter le formulaire PD 27? Bonjour, c'est Laura Furlong encore à l'appareil. Juste pour dire, on a mis de l'information dans l'annexe par rapport à la PD 27 à cause qu'on n'avait pas d'experts disponibles pour répondre à cette question. Alors, je vais juste prendre cette question en note puis je vais pouvoir vous revenir là-dessus. Très bien, merci pour ce suivi, c'est fort apprécié. Ici, j'ai une question qui nous vient de Cécile. Donc, mon patron possède une entreprise avec donc des partenaires qui paient un loyer à la première entreprise, donc si je comprends bien, donc à une entreprise affiliée. Est-ce qu'on peut demander la subvention au loyer? Une des deux entreprises est un OSBL. Donc, une petite question aussi sur le programme spécifique de la subvention canadienne pour le loyer. Oui, donc cette question-là est plutôt pour nous. Je pense que nos amis de l'ARC vraiment vont plutôt répondre aux questions par rapport aux différentes déclarations. En bref, pour ce qui est de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, qui est en place depuis le 27 septembre, il y a des spécificités par rapport aux entités qui sont liées, aux entités qui ont des liens de dépendance. Donc, par exemple, une société opérante et une société propriétaire. Donc, comme ça semble être la situation dans la question ici. Probablement que non, la société locataire ne pourrait pas être admissible au programme en tant que locataire, comme il y a un lien de dépendance. Cependant, il y a certaines exceptions qui sont possibles. Par contre, il faudrait vraiment vérifier avec votre comptable et aussi possiblement nous rappeler là, les conseillers aux entreprises de la FCI pour qu'on aille plus en profondeur dans votre situation pour déterminer si oui ou non il y a une option qui s'offre à vous. Et oui, merci François-Xavier. Je veux juste rappeler aussi à tous ceux là, qui nous écoutent aujourd'hui et qui assistent à ce webinaire que des fois, il y a certaines de vos questions qui sont assez techniques et vont demander plus ample information. On va avoir besoin de discuter davantage avec vous. On va avoir besoin d'un peu plus de contexte. Donc, il peut arriver qu'un certain nombre de questions qui nous sont adressées, on ne puisse tout simplement pas y répondre dans le contexte d'une conversation dans un webinaire parce que
on a besoin d'avoir davantage d'informations pour vous répondre de manière adéquate. Et donc, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs ou si vous avez toujours des questions en suspens, ben, n'hésitez pas à nous recontacter là, et puis on va pouvoir en discuter avec vous. Ici, une question de Guy, là, juste pour revenir un peu sur les formulaires T2200 et le formulaire court et le formulaire long. Là. Donc, Guy demande, est-ce que c'est 2 $ par jour par résidence ou par individu? Je vais répondre à cette question-là. Sur notre site Internet, pour la méthode temporaire fixe, le 2 $, ça peut être plus qu'une personne par résidence là, dans la mesure où les personnes respectent les critères d'admissibilité et la réponse à cette question-là est aussi indiquée sur le site de l'agence relativement au travail à domicile. Très bien, merci Madame Roy. Laura, je vous ai vu à l'écran il y a quelques secondes. Est-ce que vous aviez des informations supplémentaires à nous transmettre? Oui, c'était juste pour dire que j'ai regardé par la suite de la question par rapport au formulaire PD27. Puis oui, justement, dans l'annexe de la présentation qui a été envoyée, il y a une diapositive qui a plus de détails sur le PD27. Mais pour répondre directement à la question, le formulaire pour les employeurs est un formulaire que les employeurs admissibles doivent compléter pour chacun de leurs comptes de revenus, des revenus pour sur la paie s'ils désirent réduire leur versement. Alors, la question, c'était qui à remplir les formulaires, c'est les employeurs. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres détails aussi à la diapositive. C'est la 30e dans la liste. Alors, si jamais quelqu'un veut avoir plus de détails, c'est là. Et parlant de présentation, je vous rappelle que vous allez pouvoir consulter la présentation. Elle sera mise en ligne bientôt et donc vous allez pouvoir retourner, voir chacune des diapositives et prendre les informations là, une à une qui se trouvent dans la présentation que vous avez vue aujourd'hui. Donc, il nous reste seulement quelques minutes. Je vais en profiter pour demander à nos panélistes d'aujourd'hui, Madame Roy, Madame Furlong-Lachapelle, Madame Kahn, si elles n'ont pas, au fond, un dernier mot à prononcer avant de mettre fin à la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole quelques secondes chacune si vous avez quelque chose à rajouter en terminant. Merci pour l'occasion de présenter au groupe. Alors, c'est bien apprécié. Puis, je sais que Louise aussi, on a fait plusieurs présentations à ces sujets dernièrement. Alors, c'est bien de présenter à ce groupe ici. Merci. Merci à vous. En fait, donc, j'en profite en terminant pour d'abord remercier mes collègues qui ont été présents aujourd'hui. François, Xavier, Rachel, Clémence, un grand merci pour votre travail. Évidemment, je tiens à remercier tous les experts de l'Agence du revenu du Canada qui ont été avec nous aujourd'hui, particulièrement Madame Roy, Madame Furlong-Lachapelle, Madame Kahn. Merci pour vos présentations. Merci à Lynn Irène et à tous ceux et celles également qui ont répondu aux différentes questions que nous avons reçues aujourd'hui. Je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui va être disponible sur le site de la FCEI très bientôt.
Donc, vous allez recevoir l'enregistrement. S'il y a des questions qui demeurent sans réponse, bien, vous aurez l'occasion à ce moment-là de poser vos questions. Et puis, si on peut vous aider davantage, bien évidemment, je vous invite à nous appeler. Je vous invite à consulter notre site Web. Et puis, je vous invite également à consulter le site Web de l'Agence du revenu du Canada. En espérant là, que cette période complexe de production de déclarations, qui est déjà complexe dans une année normale, là, mais en temps de COVID, c'est encore plus compliqué, et que tout ça se passe pour le mieux là, pour vous tous et pour vous toutes. Donc, je vous remercie d'avoir été en si grand nombre avec nous aujourd'hui. Je remercie nos experts, je remercie mes collègues et je vous souhaite à tous une belle fin de journée.